Il y a une partie des propos que vous pourrez trouver un peu propos de comptoir, mais le bouquin est assez intéressant et à la fin, il est extrêmement offensif sur le fait que l'économie financiarisée va nous envoyer dans le mur à la vitesse grand V. Je suis assez d'accord avec lui. Donc ça, c'est une mesure que vous pouvez trouver étonnante parce qu'elle n'est pas dans les objets techniques. Ça n'a rien à voir avec les objets techniques. Par contre, je suis assez d'accord avec Maurice Allais quand il dit on pourrait coter les entreprises une fois par semaine. Je vois vraiment pas pourquoi on a besoin de les coter en continu. Tout à fait d'accord avec lui. Donc il y a un vrai sujet de définanciarisation de l'économie par ailleurs. Il y a un vrai sujet de rééquilibrage de la fiscalité. Il y a un vrai sujet de formation. Mitterrand a fait une grosse connerie quand il a dit tout le monde a le droit d'aller à l'université et à un emploi de bureau derrière. Connerie majeure. À l'époque, il fallait qu'il dise tout le monde a le droit d'apprendre un métier en allant en apprentissage. Il aurait fait ça. On n'aurait pas aujourd'hui cette espèce de dédain qu'on a pour les métiers manuels, on n'aurait pas de problème de recrutement dans les métiers manuels, on n'aurait pas des armées de chômeurs en puissance chez des gens qui ont fait 4 ans de lettres de je sais pas quoi et qui derrière pointent à la NPE, enfin maintenant ça s'appelle Pôle emploi. On n'aurait pas tout ça, donc il y a un vrai sujet de piloter les métiers là où on a vraiment besoin de monde et de ne pas envoyer des gens dans des garages à chômeurs. Voilà, donc c'est très structurant ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste des objets techniques, en fait c'est un programme politique, au fond. C'est un programme politique. Sauf que pour le moment, il n'y a pas tellement de porteurs. D'autres questions dans la salle ? Alors, les décroissants ont raison sur un point et tort sur un autre. Je pense qu'ils ont raison au sens de le problème se pose, au sens de il faut raisonner dans un univers avec de la décroissance. Là où je pense qu'ils ont tort, c'est que ça ne peut pas être un objectif en soi. Je vais prendre un parallèle que je prends souvent, la vitesse à laquelle je cours. À l'âge que j'ai, elle diminue un peu chaque année. Pendant les 20 ou 25 premières années de ma vie, ça allait en augmentant. Si je me dis ce qui me rend heureux, c'est de courir de plus en plus vite, à 25 ans, je deviens très malheureux. D'accord ? Eh bien, le PIB, c'est exactement pareil. Si pendant un siècle et demi ou 2 siècles, je me suis dit, ce qui est génial, c'est d'en avoir de plus en plus, vous allez avoir énormément de mal à bâtir un programme cohérent, et il ne s'agit pas juste de faire plaisir aux décroissants. Je rappelle, il s'agit de faire plaisir à 51 et si possible plutôt 80% de la population. Vous allez avoir énormément de mal à bâtir un problème qui s'appelle « je veux décroître ». Ça ne marchera pas. Par contre, il faut bâtir un problème qui soit étanche, j'allais dire waterproof, enfin étanche à la décroissance au sens de qu'il puisse la supporter. Mais ça va inclure un certain nombre de trucs qui vont peut-être faire sauter quelques personnes dans cette salle. Ça inclut le fait qu'on va travailler plus pour gagner moins. C'est vraiment ce qui va se passer. Non, mais c'est ce qui va se passer. Ça inclut, bien sûr, ça inclut le fait que vous allez avoir une baisse du pouvoir d'achat. On l'a déjà. Voilà. Ça, non mais je ne suis pas en train de dire que ça n'a que des mauvais côtés. Je suis juste en train de vous dire, ça inclut que les fonctionnaires seront de moins en moins payés s'il reste le même nombre. Et un certain nombre, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont avec ça et qui sont des problèmes très durs. Et la première raison pour laquelle les élus n'aiment pas du tout cette affaire-là, c'est que comme les prélèvements fiscaux sont tous des fractions du PIB, c'est-à-dire des éléments de flux, les charges sociales c'est une fraction du PIB, les impôts sur le revenu c'est une fraction du PIB, les impôts sur les sociétés c'est une fraction du PIB, les seuls impôts de stock c'est les impôts fonciers. Sinon tous les autres sont des impôts de flux. Baisse du PIB, baisse des recettes, problème budgétaire. Dans un monde dans lequel vous n'avez pas le droit de virer les fonctionnaires ni de les baisser, ça passe pas. Alors, si ça s'applique de manière involontaire et non programmée, ça donne ce qui se passe en ce moment en Espagne, au Portugal et en Grèce. C'est-à-dire qu'à un moment, le coup près tombe brutalement, et du jour au lendemain, on dit « Ah, pas de chance, vous étiez fonctionnaire, c'est quand même 20% ou 10% en moins. » Voilà, donc je suis juste en train de vous dire, je pense que ça va malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, être un élément dont il va falloir tenir compte. Par contre, en faire un programme central désirable, enfin dire c'est ça qui est désirable, je ne crois pas une seconde. Mais il faut faire des projets qui soient compatibles avec ça. Et ça, je pense que c'est possible. C'est pas tout à fait une question, mais c'est vrai qu'il y a un texte qui a été lu. Donc moi, je vais quand même réaffirmer un certain nombre de choses par rapport aux écologistes. Moi, je fais en plus partie du collectif Stop Nucléaire, donc je milite toujours contre le nucléaire. Là-dessus, effectivement, on n'est pas d'accord. Europe Écologie Les Verts affirme toujours qu'il ne faut pas de nucléaire. Donc je voulais quand même remettre les choses au point. En plus, moi je suis Anne-Marie Boudou, je suis conseillère régionale Bretagne, et on vient de discuter, on vient d'adopter, même si nous on s'est abstenu, un schéma qui s'appelle le schéma régional climat et énergie, donc qui s'occupe particulièrement d'énergie et de climat.
évidemment pollution de l'air en passant. Et donc on a proposé un schéma alternatif. Et en gros, je ne vais pas le détailler, mais en gros, chaque région était chargée de faire ce document et de l'adapter évidemment à son territoire. Donc nous, effectivement, on a 40% de gaz à effet de serre venant de l'agriculture, donc 90% non énergétique. Donc c'est évidemment l'élevage intensif et les intrants. Donc nous, ce qu'on dit, c'est déjà, alors là, c'est jusqu'à 2050 qu'il faut voir ce scénario, même si c'est révisable tous les 5 ans. Donc nous, on est d'accord avec la région sur réduction de 60% d'ici 2050 de l'énergie consommée. Donc évidemment, plan bâtiment durable et tout ce qui est en train de travailler à la région, et ça c'est fondamental, avec en plus notre étalement urbain, on est les champions français sur les lotissements. Donc c'est effectivement l'option qu'il faut travailler en premier. Mais effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord sur les moyens d'arriver à ces 60% avec la majorité de la région. Ensuite, c'est contrairement à la région qui n'applique pas le facteur 4. Alors on nous dit effectivement les milieux financiers, enfin les milieux, les entreprises ne sont pas d'accord, les agriculteurs, etc. On ne peut pas forcer les choses, etc. Oui, je me dis, si on ne se met pas sur cette trajectoire, avec effectivement un certain nombre d'acteurs qu'il faut réunir pour pouvoir poser les jalons d'évolution des modèles agricoles et autres qui posent problème dans notre région, il faut quand même tracer la route tout de suite. Donc nous, on applique le facteur 4 tout de suite, bon, donc avec un certain nombre de choses qu'on propose, et entre autres effectivement sur les transports collectifs. Même sur, je voudrais faire quand même une aparté sur les voitures. Il y a le problème quand même que changer les voitures une pour une, à mon avis, c'est pas très bon pour la ressource. Et en plus, il faut quand même les fabriquer. Donc ça consomme quand même aussi de l'énergie. Donc je pense qu'à un moment, de toute façon, cette évolution qu'il va falloir nous prendre, elle va forcément arriver à nous pousser sur des comportements différents et plus solidaires. Le covoiturage, disons, la première étape, justement, où on est de nouveau encore à travailler un peu, à rencontrer les autres et plus à être seul dans sa voiture. Ensuite, on multiplie par 8 les productions d'énergie renouvelable, parce que évidemment en Bretagne, alors ça, évidemment, c'est le vent, le soleil, c'est inépuisable. Ça, c'est pas fini comme ressource, donc là, on est sûr que ça fonctionne. Et en plus, bon, ça se renouvelle, hein. C'est pas un EPR qu'on va poser là, on sait même pas combien d'argent il va coûter. On sait très bien, nous, à Brénilis, le démantèlement des centrales, c'est une opération très compliquée. Et quoi faire des déchets, on ne sait toujours pas. Donc nous, on sait que le soleil et le vent, c'est renouvelable. Et puis on a aussi les énergies de la mer, et avec nos 2700 km de côte, on a de quoi faire. Et puis, dernier point, j'en oublie un. Et puis évidemment, aller vers zéro énergie fossile et nucléaire. Bon. Alors effectivement, avec notre problématique de transport, donc ça c'est la problématique de l'écotaxe actuellement. Alors c'est un gros débat, vous avez dû, si vous lisez un peu Ouest France, donc nous on avait une tribune face à d'autres donc il y avait quand même le pour, le contre, intéressant. Alors évidemment on dit toujours, bon ça y est, les écolos refont encore de l'écologie punitive, sauf que ça fait des années qu'on dit un certain nombre de choses et que personne n'écoute. Et donc, effectivement, il y a un moment, il y a quand même une directive européenne qui fait qu'il y a quand même des pays qui l'appliquent, cette écotaxe. Alors, elle l'appelle dans chaque pays, mais enfin, ça a amené, effectivement, les transporteurs, les entreprises à rationaliser leur production, leur manière de transporter. Donc, effectivement, à un moment, alors... la région Bretagne a proposé un moratoire, en plus avec les petits cadeaux qu'avait la Bretagne déjà. Bon, nous on a dit, bon, on n'est pas d'accord avec votre vœu de moratoire parce que nous on veut que ça soit fini dans le temps, ce qui n'était pas la proposition de la majorité. Donc on s'est abstenu, mais en même temps on fera partie d'un groupe de travail qui va réfléchir dessus. Mais nous on dit, chiche, mais c'est vraiment pour réfléchir au changement de modèle, c'est-à-dire on se met sur une ligne où on pose des jalons d'évolution de tous les plus gros consommateurs, les plus gros pollueurs au niveau gaz à effet de serre, pour vraiment avancer sur la question. Et à ce moment-là, effectivement, ils paieront de moins en moins d'écotaxes. Mais c'est la seule solution pour arriver, effectivement. Alors ça fait, comme vous dites, c'est
Est-ce que c'est pour ou contre la démocratie? Mais enfin, en tout cas, je pense que la Bretagne a tout à gagner, à se poser les vraies questions de fond, parce qu'en plus, ça veut dire aussi comment on va revenir à une relocalisation de l'économie. Et là, justement, nous, on est tout à fait d'accord avec la non-financiarisation de l'économie, et puis à une démondialisation qui, effectivement, arrêterait de transporter tout et n'importe quoi dans tous les sens, simplement pour aller chercher la main-d'œuvre, en fait, qui, elle, est la variable d'ajustement, puisque ce n'est pas les transports, puisque de toute façon, le transport ne coûte rien par rapport, effectivement, à la main-d'œuvre. Jean-Marc, vous voulez intervenir? Non. Non, c'était pas vraiment une question. Une question. D'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présentation qui confirme qu'on ne sait pas vraiment, en fait, ça va aller très vite, beaucoup plus vite que prévu, et qu'on ne sait pas vraiment à quelle sauce les éléments vont se déchaîner. Cette question, c'est surtout pour les jeunes générations. Vous êtes en train de dire on travaillera de plus en plus. Donc comment va-t-on réapprendre à travailler comme nos grands-parents, les générations d'avant qui avaient une certaine connaissance du courage, une certaine connaissance du temps, parce qu'ils travaillaient avec le temps, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi une capacité de raisonnement où tout ne sera pas positif, on a appris à avoir des échecs, on a appris. Comment va-t-on permettre à la jeune génération qui va le prendre en pleine tête, c'est un peu ça, à lui rendre le degré de conscience le plus élevé, afin qu'elle puisse, cette jeune génération, être la plus actrice dans son histoire de vie quand elle arrivera à peine à la majorité. Et comment peut-on aussi, parce qu'on voit qu'elle peut avoir, elle devra, c'est elle qui va prendre ça dans la figure. Je suis née comme vous en 60 et je suis aussi consciente qu'il y a des gens derrière nous et que c'est plutôt à eux. Comment pourrions-nous faire, ou comment voyez-vous ce qui pourrait être introduit dans cette nouvelle génération de façon à ce qu'elle puisse être le plus à même d'être actrice devant tous ces éléments, sans aucune revendication d'idées. C'est comment pourrions-nous changer notre état de pensée? C'est compliqué parce que la jeune génération, comme vous le savez, elle est soumise à des pulsions contradictoires. La cellule familiale n'est qu'un des éléments qui la façonne. Il y a une forme d'ouverture sur le monde qui est arrivée à un degré qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Vous savez tout ce qui se passe ailleurs sans bouger de chez vous. Enfin, il y a une différenciation entre le réel et le virtuel qui, pour un certain nombre de gens, est de plus en plus... Enfin, vous avez aujourd'hui des gamins, on leur demande de dessiner une vache, ils la dessinent violette. Parce que les seules vaches qu'ils ont vues, c'est sur des tablettes de chocolat. Non mais... Donc, les difficultés... Moi, en fait, la bonne question que j'ai envie de me poser à moi-même, et pas à vous, c'est est-ce que toute cette affaire va se réarranger sans crise? Voilà, ça, j'en sais rien. Et pour moi, la question centrale. Si elle doit se réarranger sans crise, ça passe par un certain nombre de choses. Ça passe par la cellule familiale, parce que c'est toujours par là que sont passés un certain nombre de trucs. Donc ça veut dire que la cellule diffusera des choses qui infuseront ou n'infuseront pas, mais enfin, il en restera quelque chose. Ça passe par un travail auprès des médias. On a en France des médias qui sont, allez, je vais me lâcher, un peu paresseux. C'est pas vrai dans tous les pays. C'est pas vrai dans tous les pays, et l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, la Grande-Bretagne est, à mon sens, beaucoup plus sérieuse que nous sur ce genre de sujet, et je dis bien beaucoup plus sérieuse que nous, tient notamment à la qualité du dialogue entre le monde médiatique, le monde scientifique et le monde politique. C'est des gens qui ne s'ignorent pas, qui ne se défient pas, qui discutent. C'est ce qui n'est pas le cas au pays de Descartes, en France. On est quand même dans un système dans lequel les médias se méfient de tout le monde. Le Monde est un journal qui voit du complot partout. Moi, j'ai arrêté de le lire il y a 15 ans, depuis je vais beaucoup mieux. Mais je vous assure, hein, ça me fatigue à la fin. Donc on est vraiment dans un système qui institutionnalise la défiance. Et quand vous regardez le monde politique, il n'a de cesse de se constituer des cabinets pour se couper de ses fonctionnaires d'administration. D'accord ? Donc on a institutionnalisé partout
des systèmes à mettre des barrières dans la fluidité des échanges. Donc ça, c'est un vrai défi qu'on va... Alors, ça marche très bien en système monarchique. Système monarchique, vous n'avez pas besoin d'avoir la confiance de qui que ce soit, vous décidez, les autres appliquent. Mais dans un système qui n'est pas monarchique, ça marche beaucoup moins bien. Donc, donc vous avez des barrières à franchir. Donc une première barrière à franchir, c'est la qualité de ce qui peut circuler par les médias. Ça ne dépend plus directement de vous. Ça dépend un peu quand même. Il se trouve qu'il y a une partie des journalistes avec qui j'ai noué des liens en leur écrivant. Et en leur disant, là vous rapportez les faits d'une manière qui est grossièrement incomplète ou vraiment vous avez confondu un Émile. Je vous assure qu'ils reçoivent pas si souvent que ça. Les messages qu'ils reçoivent souvent, c'est vous avez orthographié n'importe comment le nom des habitants de Ploermel, alors ça ils reçoivent. Vous avez dit du mal de mon voisin alors que c'est un mec très bien, ça ils reçoivent. Mais des argumentations de fond sur là vous avez traité un sujet en oubliant un angle essentiel et qui soit pas agressif, et qui leur disent vous avez quand même oublié un gros truc, ou vous avez raconté que tel machin était formidable, est-ce que vous avez bien vu que eh bien, ça, dans la durée, ça, enfin, à mon avis, c'est un des trucs utiles qu'on peut faire. Et puis, vous avez un troisième ensemble où il se passe des choses, qui est le monde économique. Donc, ça façonne indirectement la jeune génération, parce que le monde économique est celui qui leur propose les produits qu'elle consomme. Et celui qui... Vous savez que la jeune génération, on n'arrête pas de le dire, est sensible à ce qu'on appelle les marques. Donc, le fait d'être... au sein de son monde économique dans lequel on appartient, parce qu'on appartient, rares sont les gens dans la salle qui n'ont pas de lien du tout avec le monde économique. On est quand même liés, soit qu'on travaille, soit qu'on touche une retraite, soit je sais pas quoi. Eh bien, ce qu'on peut faire dans son monde économique pour que ce truc-là trouve une place croissante est aussi quelque chose qui, par ricochet, joue sur le fait que la jeune génération soit capable de s'approprier pour partie son avenir. En fait, c'est ça la question qui est posée. Jusqu'à maintenant, le monde était suffisamment vaste. Alors, pendant 100 000 ans, la lutte entre l'homme et la nature était une lutte égale. Donc, la population restait à un niveau à peu près stable. Un coup, je gagne, un coup, la nature gagne, m'envoie une épidémie, un machin, un truc, etc. Et puis, bon. Là, ça fait 2 siècles que l'homme s'est en apparence affranchi de la limite. Notre avenir est ce que nous décidons. Point. Et il va falloir réapprendre, c'est ce que vous disiez, non pas à vivre matériellement comme nos grands-parents, parce que je pense que la flèche du temps ne va que dans un seul sens, et on ne vivra pas demain matériellement comme vivaient nos grands-parents, ça sera autre chose, je ne sais pas quoi exactement d'autre, mais ça sera autre chose. Par contre, il va falloir réapprendre à vivre dans un monde dans lequel on ne tient pas la limite pour négligeable. Et ça, c'est quelque chose, comme je le disais, qui passe par des tas de canaux, et c'est très difficile de dire, il n'y en a qu'un seul qui compte, et les autres ne comptent pas. Ça passe aussi par l'éducation nationale. Vous avez des tas d'enseignants, moi je reçois plein de messages d'enseignants qui, en marge, mais en bon esprit avec le programme qu'ils ont, essayent de trouver des trucs qui ne sont pas dans le bouquin, qui ne sont pas etc., qui ne sont pas ceci, et de faire quelque chose pour que le schmilblick avance un peu plus vite. Donc moi il m'est arrivé un certain nombre de fois d'aller intervenir dans des établissements scolaires, par exemple. Alors j'ai malheureusement qu'une semaine par semaine et que 24 heures par jour. Je le ferais plus souvent avec plaisir si je pouvais, mais ça fait partie des choses qui se font aussi, qui ont du sens, voilà. Et tout à l'heure, je crois que c'est Georges Hardy qui disait que la lecture de mon bouquin avait changé un petit quelque chose chez lui. Ça me touche toujours, et je reçois un certain nombre de fois des messages de jeunes qui me disent à cause de vous, j'ai pas fait le métier que j'aurais fait avant. Mais là, on retombe dans le colibri Pierre Rabhi, quoi. Vous avez un tas de petits machins, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Ça doit diffuser. Voilà. Et la dernière chose à laquelle je crois, je leur ai un peu dit à nos amis s'ils étaient restés, ça marche bien à mon avis si ça diffuse sans haine. C'est-à-dire que si on commence par expliquer et chercher à convaincre au lieu de chercher à asséner des vérités tombées du ciel, les vérités tombées du ciel, il y en a quelques-unes en physique. Dans la solution au problème, il n'y en a jamais. C'est pour ça que là, je me suis cantonné à une partie qui est très factuelle. Voilà ce que c'est que l'énergie, et voilà ce qu'on observe. Après, vous avez toute la vie pour en discuter, et moi, j'ai pas de vérité divine. Je n'ai qu'une manière, de temps en temps, de formaliser la contrepartie. Vous voulez ça, vous allez avoir beaucoup de mal à pas avoir ça en même temps. Voilà, point. Oui, moi, je voulais vous demander combien de temps vous pensez mettre pour... motiver les 7 retourner à Paris. Non, pour motiver les 7 milliards de personnes, parce que, parce que le problème, il est là, quoi.
comment on peut, nous, à notre niveau, même si on fait des efforts, sachant qu'en fait, c'est ridicule par rapport à tout ce qui se passe et où on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun moyen d'intervenir, même pas par le bulletin de vote, puisque si les Chinoises décident à faire, ou les Allemands ou autres, on va subir quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une bulle où on aurait notre petit air à nous, et puis encore qu'il y en a qui essayent de le faire, je crois que c'est dans les pays qui essayent de faire... Donc combien de temps vous avez... Alors vous avez du travail pour... Donc comment on peut faire pour que les gens qui, à leur niveau, continuent à essayer, quoi. Puisqu'on est aussi en politique ici, et comment vous pouvez conseiller une liste qui serait candidate à la mairie de Pleuhermel ou à la région de faire passer son message et d'être élu? Alors, c'est un exercice compliqué. C'est un exercice compliqué parce qu'en lien avec ce que je disais tout à l'heure, vous arrivez à emporter l'adhésion des gens si vous avez des projets à proposer. Les projets sont plus faciles à proposer si vous commencez par faire de la pédagogie explicative, si vous dites, bah voilà, j'ai envie de ça parce que... Or, il se trouve que malheureusement, le jeu politique, et en particulier le jeu médiatique surimposé au jeu politique, pousse à la radicalisation. Donc c'est toujours un exercice très compliqué d'arriver à faire de la pédagogie dans le monde politique. C'est beaucoup plus facile, heureusement, au niveau des élections locales, parce que vous croisez vos électeurs dans la rue. Si vous vous présentez à Pleuhermel, il y a quand même une bonne partie des gens que vous connaîtrez déjà, donc ça facilite le fait d'être capable de leur expliquer ce que vous avez en tête. Après, vous avez... Alors, je vais renverser la question. Pour traiter les problèmes que j'ai évoqués, il faut agir à tous les niveaux. Mais tous les niveaux, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque niveau, vous trouvez quelque chose à faire, quoi que les autres fassent. Alors je vais vous reprojeter une slide. Celle-là. Moi, j'ai envie de dire, quoi que fassent les Chinois, nous, de toute façon, on a ce problème-là. Si on fonce pour s'occuper de ce problème-là, on prend le meilleur pari que les Chinois s'en occupent aussi. Parce que l'homme est un animal mimétique, vous savez que c'est comme ça qu'on élève nos enfants. Hein. Donc si les Chinois voient qu'un certain nombre de pays, et je pense qu'en particulier ça devrait être le projet politique de l'Europe, alors après les uns font avec nucléaire, les autres sans, les uns avec éolienne, les autres sans, on discute, ça je m'en fous. Mais par contre, les uns font avec plus d'isolation et les autres avec moins de clim, parce que entre la Norvège et le sud de l'Espagne, c'est pas exactement pareil. Mais par contre, je pense que ça devrait être le projet de l'Europe, d'être les premiers à être capables de se débarrasser de ça, en se mettant en ordre de bataille pour y arriver, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a la probabilité maximum d'emporter avec nous un nombre croissant de régions du monde. Et la Chine en particulier, à mon avis, nous ressemble beaucoup plus que les États-Unis. La Chine est une civilisation multimillénaire, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. La Chine a dans sa culture les famines anciennes et les pestes anciennes, donc elle a la tradition de la contrainte, elle sait déjà ce que c'est dans sa chair. Les États-Unis, c'est un peuple neuf, no limits, vous connaissez le slogan des États-Unis, no limits, enfin je veux dire. C'est un pays qui s'est forgé sur le pouvoir central le plus faible possible, les États-Unis. Les Français font souvent des erreurs de lecture en pensant que le président américain a les mêmes pouvoirs que le président français. Absolument pas, c'est un pantin le président américain. Il a 3 pouvoirs, faire la guerre, assurer la sécurité, battre la monnaie. Le reste, il s'en occupe pas. C'est fait pour qu'il ait le pouvoir sur rien d'autre, en première approximation. Donc l'Europe a construit, et puis vous savez que l'Europe, ça fait des décennies qu'elle s'est fondée sur le partage des ressources minières et énergétiques. Vous savez que l'embryon de la communauté européenne, ça a été la communauté européenne du charbon et de l'acier. Hein. Et là aussi, c'est peut-être un truc qui en grattera certains, juste derrière est arrivé Euratom. Donc l'énergie est quelque chose qui est très ancien dans la construction européenne. Donc mon sentiment, c'est que je suis pas sûr, vous savez, c'est le pari de Pascal, je suis pas sûr que si on fait ça, ça marche. Par contre, je suis sûr que 1, ça nous donne un projet d'espoir, et 2, c'est le meilleur pari qu'on puisse faire, que les autres s'en occupent sérieusement. Voilà. Au niveau de Pleuhermel, maintenant, pour répondre à votre question, Pleuhermel ne décidera pas des cours mondiaux du pétrole, on est d'accord? On est d'accord. Pleuhermel ne décidera pas du marché mondial du porc, on est d'accord? Donc ce que vous pouvez proposer au niveau de Pleuhermel, c'est là où vous avez de la prise, en disant, là où j'en ai pas, ce que je peux faire de mieux, c'est expliquer à mes concitoyens en quoi consiste le problème, puis on verra ce qu'on arrive à faire en face. Et là où j'en ai, je leur explique également en quoi consiste le problème, et j'essaye de les convaincre que tel truc doit être fait dans leur propre intérêt. C'est l'esprit de la prime d'assurance. Vous payez un peu tout de suite, mais je vous propose quelque chose qui va vous permettre d'envisager l'avenir en étant couvert contre un certain nombre de trucs alors, qu'est-ce qui peut se passer à Pleuhermel? Il peut se passer que si le prix des transports augmente et les revenus des gens baissent, vous allez avoir un problème de valorisation du foncier.
Ça, c'est un problème pour vous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'avoir, je sais pas quoi, en avance de phase, un accord avec la caisse régionale du Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel pour qu'ils aient des prêts qui permettent aux gens d'avoir leur potager plus vite, j'en sais, enfin, oui, c'est bon. Un autre exemple, je ne sais pas quelles sont les activités économiques ici, mais vous pouvez regarder en quoi est-ce qu'elles sont vulnérables ou pas vulnérables à ce que je viens d'exposer. En fonction de la réponse, vous essayez de discuter avec les dirigeants de ces trucs-là pour qu'ils s'y prennent autrement, ou pas. S'il doit y avoir de moins en moins de pétrole disponible sur Terre, c'est pas le problème, c'est pas le fait de supprimer les portiques qui va changer grand-chose à un agroalimentaire breton qui dessert la France dans son ensemble. Ça va pas changer grand-chose. Ça va, vous allez gagner 6 mois, mais voilà. Donc, donc ces questions-là, et mon expérience, c'est que si vous posez ces questions, et je le dis avec pédagogie et en disant je fais pas ça pour vous emmerder, je fais ça pour qu'on réfléchisse tous ensemble, ça marche bien. Ça marche bien. Le problème, c'est que ça demande un peu de temps. Donc si vous faites ça 3 mois avant les municipales, c'est cuit. Si vous avez un peu plus de temps devant vous, ça marche. C'est clair que si c'est 3 mois avant les municipales, ce que je vous propose n'a pas tellement de portée opérationnelle, ça va être compliqué. Une autre question? Je sais que vous ne partagez pas toutes les options de l'association Négawatt, mais si j'en crois les travaux du débat national sur la transition, leur scénario est un des rares qui atteint le fameux facteur 4 sur les réductions d'émissions de tous les gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc que pensez-vous de leurs travaux et de leur scénario? Alors malheureusement, j'en pense pas grand-chose, pour une raison très simple, c'est que j'ai pas le détail des calculs, donc je ne sais pas quelles sont les hypothèses sous-jacentes, et c'est pas parce que vous avez une trajectoire qui est physiquement possible que vous avez nécessairement un plan de société. Je vais vous donner un exemple volontairement caricatural pour bien me faire comprendre. Physiquement, il est possible de tuer la moitié des Français. Ça ne viole aucune loi de physique de faire ça. La mise en œuvre sociale de ce plan est un tout petit peu délicate, en tout cas vous aurez du mal à vous faire élire là-dessus. Alors c'est un peu caricatural comme réponse, mais c'est pour bien faire comprendre ce que je veux dire. C'est pas parce que vous avez une trajectoire qui est physiquement possible que vous avez réuni les conditions de sa mise en débat auprès du public. Or, Négawatt, où je connais très bien un des membres qui s'appelle Olivier Sidler, avec qui j'ai coécrit une tribune en 2006, je crois. Et Olivier, je l'ai rencontré dans le cadre du débat national, non pas sur la transition, mais sur les énergies, en 2003. Oui, donc des débats, on en fait régulièrement. Eh bien, c'est lui qui m'a fait prendre conscience le premier de l'importance de la rénovation de la consommation d'énergie des bâtiments et du fait que c'était vraiment un chantier majeur dans cette affaire-là. Eh bien, je n'ai jamais réussi à obtenir le détail des calculs et du coup les hypothèses sous-jacentes. Or, à un moment, et je le redis, à un moment, vous allez avoir besoin d'économies, non pas pour faire de la macroéconomie, dit autrement le PIB par personne, c'est pas le sujet. Vous allez avoir besoin de microéconomie. La microéconomie, c'est vous prenez une activité, quelle qu'elle soit, et vous regardez comment vous devez façonner ce qui rentre et ce qui sort pour que le truc fonctionne à peu près. L'isolation du logement, de la personne qui a posé la question tout à l'heure, c'est un problème de microéconomie. Combien est-ce que je mets d'argent sur la table versus combien je gagne. Vous pouvez déformer la microéconomie avec des obligations. Si vous dites c'est obligatoire de rénover avant de vendre, la contrepartie microéconomique, si vous ne le faites pas, c'est que vous perdez la valeur de votre bien. D'accord ? Vous avez une contrepartie économique. Donc, dans Négawatt, vous n'avez pas d'économie. Donc, vous ne savez pas où sont les sommes à investir, par qui, quand, comment, etc. Donc, du coup, vous n'avez pas un élément absolument essentiel pour discuter de la faisabilité opérationnelle de leur scénario. Donc, c'est un objet d'étude intéressant. Il demande juste à être complété avant qu'on puisse discuter de la faisabilité par ce qui va derrière. Je reprends l'exemple du nucléaire évoqué tout à l'heure. Supprimer le nucléaire ne pose aucun problème physique. Il n'y a pas de problème physique à supprimer le nucléaire. Par contre, vous avez une contrepartie. Tant que vous n'avez pas explicité la contrepartie, vous n'êtes pas capable de mettre en débat avec tous les attendus le fait de supprimer le nucléaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on dit oui ou non, mais on a la contrepartie. Tant que vous n'avez pas la contrepartie, vous ne pouvez pas en parler. Et évidemment, si on n'est pas suffisamment précis et qu'on laisse penser que la contrepartie, c'est que rien ne change, dit autrement, une bande d'ingénieurs là, dont je fais partie va s'agiter dans son coin, une bande de politiques va s'agiter dans son coin, et moi, j'aurai toujours mes yaourts au même prix chez Leclerc, pardon, pas de marque, juste avec 5 fois moins d'énergie dans le pays. C'est comme ça en général que le lecteur du journal comprend le fait qu'on propose une trajectoire Yaka Faucon. Je dis pas que Négawatt est Yaka Faucon, je dis présenté comme Yaka Faucon, le lecteur il comprend ça. Du coup, ils ont qu'à s'en occuper du problème là-bas, là, dans leur machin, et moi je... Bon.
Sauf que ce que sous-entend Négawatt, c'est pas ça. Je vais vous donner juste un indicateur sur lequel je sais que ça marche comme ça. Je sais que le nombre de logements ou la surface de logement dans Négawatt reste constante le long du scénario. Ben ça, je vais vous dire, la contrepartie de ce truc-là aujourd'hui, c'est que vous interdisez les divorces. Là, tout de suite. Ou bien que vous obligez les vieillards à retourner vivre chez leurs enfants. Peut-être qu'il faut le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Juste, il faut bien comprendre que la contrepartie socio-économique du fait de maintenir les surfaces de logement constantes, c'est ça. Ou bien vous forcez les vieux dans leur pavillon à déménager pour laisser la place à des familles nombreuses. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une contrepartie qui est les éléments de mise en œuvre. Alors, moi je suis prêt à discuter de tout, ce n'est pas la question. Par contre, tant qu'un scénario n'a pas ses contreparties en termes de modalités de mise en œuvre, ça n'est pas un objet de débat politique, ça reste un exercice de simulation dont la portée n'est pas encore sociale. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous... Voilà. On commence à être fatigué. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y a encore une question, puis je me permettrai de vous en poser une. Non, c'est juste une petite remarque. J'invite toute l'Assemblée à faire un petit tour sur Internet pour écouter votre exposé que vous avez fait en commission vers les députés. Et vous pourrez vous rendre compte de la médiocrité de nos élus, aussi bien UMP que socialistes, par rapport aux questions qu'ils ont pu vous poser et au refus qu'on sentait, enfin je veux dire au travers de la question, de refuser de voir ce que vous nous avez expliqué ce soir, que vous leur avez expliqué, et on sent bien que ces gens-là, ils n'ont aucune envie que ça change. Je dirais pas qu'ils ont aucune envie que ça change, je dirais qu'ils sont tellement désemparés devant la manière d'aborder le problème. Vous connaissez cette célèbre boutade d'un ancien président du Conseil français: il n'est aucun problème qui ne résiste durablement à une absence de solution. Non, il y a très peu de travail concret sur ce que ça signifie de traiter ce problème. Donc ils sont très désemparés, donc ils ont envie de parler d'autre chose. Après, vous avez des tas d'autres phénomènes qui viennent de se greffer par-dessus, dont je suis d'accord avec vous, un truc très désagréable qui est que dès que c'est filmé, les gens ils vous lisent le truc qu'ils avaient préparé à l'avance et ils vous posent absolument pas de questions. Vous remarquerez quand même qu'il y en a quelques-uns qui ont posé des vraies questions. L'un d'entre eux étant, et c'est pas une préférence partisane que de dire ça, l'ami Douillet. Et je relie ça au fait que quand vous n'avez pas fait de la politique toute votre vie et que vous y venez un peu sur le tard, vous gardez les réflexes que vous avez acquis d'avant, et du coup quand quelqu'un vous parle d'un sujet, vous lui posez une question sur ce qu'il vient de dire et pas autre chose. Et c'est exactement ce qu'a fait Douillet, qui du reste était désemparé mais le reconnaissait naïvement. Enfin c'était touchant son truc. Putain, je prends un coup sur la cafetière et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mais sinon vous avez raison, ça fait partie des choses qui sont parfois un peu désespérantes. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau du débat. Pardon, juste je vais finir là-dessus pour vous donner une anecdote. L'ami Yves Cochet, que certains d'entre vous connaissent probablement dans cette salle, il a fait, sauf erreur de ma part, en 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus, 2006, un colloque sur le pic de production du pétrole à l'Assemblée nationale. Dans la salle, il y avait 3 parlementaires. Il a refait un colloque sur le pic de production du pétrole à l'Assemblée nationale 3 ans après. Est-ce que vous savez combien il y avait de parlementaires dans la salle? 6. Doublé en 3 ans. D'accord? Donc si vous en rajoutez un par an, sachant qu'il y a 576 députés à l'Assemblée, je vous laisse faire le compte du nombre de siècles qu'il faut qu'on passe avant que... Voilà. Donc, Bon, en tous les cas, ce que je peux dire, madame veut peut-être une dernière question, et puis j'essaierai de conclure. Non, une aparté. Vous avez raison au niveau des divorces-séparations. Je suis médiateur familial et j'ai en ce moment plusieurs dizaines, enfin tout du moins familles qui cherchent à vendre leur logement pour 2 logements. Et nous, en médiation familiale, on fait attention à ce que le transport soit le plus proche possible. Alors, dans l'intérêt des enfants. Mais alors, regardez au niveau économique. Nous, on voit plutôt l'intérêt des enfants. Mais c'est vrai que... Vous savez probablement, ça renvoie sur l'autre question, que le divorce est actuellement un des éléments de la crise, ce qu'on appelle la crise du logement. C'est connu. C'est pas politiquement correct, mais c'est connu. Bon, Jean-Marc, je vous remercie, nous vous remercions de cette intervention, même si vous nous apportez des mauvaises nouvelles. Non, je vous apporte des très bonnes nouvelles, vous allez pouvoir passer des soirées enflammées à discuter de ce qu'il faut faire. Et vous nous donnez des programmes municipaux
et cantonaux, comme on a pu essayer de le faire. En tous les cas, j'espère que cette soirée vous a plu, même si effectivement notre conférencier est très bavard, mais il a au moins essayé de nous mettre un petit peu face à certaines réalités qu'on ne veut pas entendre, et à nous de travailler pour que l'ensemble de nos élus viennent à ce genre de réunion. Si les Verts vont continuer à avoir des débats aussi houleux parfois, même avec les gens d'intervention d'information qui ne pensent pas comme nous, mais qui ont le droit de s'exprimer, comme vous l'avez fait, et je vous remercie de votre tolérance. Bonsoir.